bien bonjour à tous. Alors on continue notre petite série de vidéos sur les monastères qui sont à Moscou. Alors ici on est dans la station de Taganskaya. On vient de sortir du métro. Donc Taganskaya, c'est une des stations qui est sur la ligne qui est en forme d'anneau à Moscou. Et c'est très très proche du centre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on est vraiment dans un quartier, on va dire résidentiel. Il y a pas mal quand même aussi de bureaux. Et jamais on pourrait penser que à quelques pas d'ici, se trouve un des monastères les plus importants de Russie. C'est le monastère Pokrovski. Et c'est là où se trouve une des icônes les plus importantes en Russie, c'est l'icône de la Sainte Matrone. Et on va laisser découvrir ça un petit peu ensemble. Moi j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans ce monastère parce que j'habitais très proche de ce quartier. Et aujourd'hui j'ai vu qu'il était ouvert, donc on va en profiter pour découvrir ça ensemble. Le monastère de l'Intercession, également connu sous le nom de monastère Pokrovski, est connu depuis 1635. Il a été fondé en tant que monastère pour hommes par le tsar Mikhaïl Féodorovitch en mémoire à son père, le patriarche Philaret, décédé le jour de la fête de l'intercession de la Vierge. Auparavant, sur le site de la construction de ce monastère, il y avait un cimetière pour les sans-abri et les vagabonds. Par conséquent, au cours des premiers siècles de son existence, ce monastère s'appelait également Bojediomski, qui veut dire en russe les sans-abri, ou alors le monastère Maison des pauvres. C'est resté longtemps un monastère pauvre en dehors des remparts de la ville avec un très grand cimetière. C'est en 1655 que la cathédrale en pierre du monastère de l'Intercession a été érigée. Des travaux de réfection ont été réalisés entre 1806 et 1814. Au début du XVIIIe siècle, l'église de la Résurrection ainsi qu'un clocher à 3 niveaux de 30 mètres de hauteur sont érigés. Ce monastère étant d'une si petite taille qu'il a été affilié pendant très longtemps à un autre monastère, celui de Zaïkonopaski, entre 1680 et 1731. Pendant la campagne de Russie de Napoléon, en 1812, le général français Michel Claparède, commandant du corps polonais, a vécu dans ce monastère. Et la même année, ce monastère a été complètement détruit. Il a donc fallu attendre l'année 1855 pour que l'église de la Résurrection fut reconstruite de nouveau selon les projets de Mikhaïl Bykovski. À la fin du XIXe siècle environ, à partir de 1870, le monastère fut alors transformé en monastère missionnaire d'intercession. Cela signifie que la société missionnaire orthodoxe y créa un institut missionnaire pour former les moines qui voulaient partir en mission éducative. L'institut missionnaire ne fut actif que très peu de temps, préparant ainsi seulement plusieurs dizaines de missionnaires. L'arrivée de l'URSS et des bolcheviks fut dramatique pour les églises et les monastères de l'Union soviétique.
On connaît la passion de certains bolcheviks pour la dynamite et les pelotons d'exécution lors de ces grandes traques envers les personnes religieuses. Le petit monastère de Pakrovsky n'a pas été épargné par les bolcheviks. Tout d'abord, en 1926, ce furent les églises qui ont été fermées, puis le monastère tout entier en 1929. En 1926, la même année que la fermeture des églises, le clocher du monastère a été dynamité. On retrouve ces informations grâce aux données que l'on a sur le dernier abbé qui était dans ce monastère. Le dernier abbé du monastère d'intercession était l'archimandrite Benjamin Milov. Dans son journal, il disait: tout d'abord, le clocher a été enlevé et démoli. Les églises ont été entourées par des bâtiments résidentiels. Ensuite, ils ont fermé la cathédrale de l'Intercession, démoli les chapelles du cimetière, enterré tous les monuments funéraires sous le sol, tout en dégageant la zone du cimetière pour en faire un parc. L'église du couvent de la Résurrection fut, elle, la dernière à être liquidée. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cela était une douleur, un déchirement pour le cœur de voir une telle perte. Quelle anxiété et quel tourment s'emparait de mon âme à chaque tentative infructueuse de défendre ces bâtiments clos du monastère. Les bolcheviks expulsèrent les moines et détruisirent une partie des remparts. Le recteur responsable de la mission ainsi que de nombreuses personnes faisant partie de cette société missionnaire et d'autres religieux ont été envoyés sur un polygone du NKVD. Le polygone en Russie et en Union soviétique, faisant référence à un champ de tir. Bon nombre de ces personnes faisant partie de la société missionnaire orthodoxe, ainsi que de nombreux autres religieux, ont été faits fusiller par le NKVD dans les années 1930, et ça a été le cas pour une grande partie des personnes qui servaient dans le monastère de Pakrovsky. L'archimandrite Benjamin Milov, quant à lui, a fait de très nombreux séjours en prison ou dans des camps de travaux forcés, avant de pouvoir enfin redevenir évêque en 1955 du diocèse de Saratov sur les bords de la Volga, où il mourut des suites d'une grave maladie. En 1934, dans la partie ouest du territoire du monastère, sur le site du cimetière de ce monastère, un parc de culture et de loisirs du quartier Jdanovski, aujourd'hui appelé Tagansky Park, a été aménagé. Nous avions évoqué que les remparts du monastère, une partie seulement avait été détruite. Eh bien, c'est sur cette partie ouest qu'ils ont été démolis pour permettre une jonction entre le monastère, ses bâtiments et ce parc. Les bâtiments du monastère, quant à eux, ont permis d'abriter d'autres activités n'étant absolument pas liées à leur religion. Ainsi, il y avait des activités complètement diverses, telles que une imprimerie que l'on pouvait retrouver dans ce monastère, mais aussi un bureau de rédaction de magazines, une salle de sport, une salle de billard, un studio de cinéma, mais également aussi tout un organisme dédié à la cinématographie. En faisant des recherches sur des photos archives de cette époque, j'ai eu la chance de trouver une série de photos réalisées en 1988
Donc c'était tout à la fin de l'Union soviétique, mais qui permettait de voir à quoi ressemblaient ces différentes activités qu'il y avait dans ce monastère, mais qui n'étaient pas reliées à la religion. Et donc il s'agit sans doute d'une personne qui a pu ou qui travaillait dans ces organisations et est venue avec un appareil photo pour photographier l'intérieur de ce monastère lorsque celui-ci a été reconverti dans une activité qui était, dirions-nous, beaucoup plus laïque. À la chute de l'URSS, ce monastère a été rendu à l'Église orthodoxe en 1994, qui en a fait un monastère féminin, un couvent. Il est aujourd'hui très populaire pour les moscovites de se rendre dans ce monastère car il abrite les reliques de la sainte matrone de Moscou, dont nous parlerons un petit peu plus tard. L'année 1998 a été très importante dans l'histoire du monastère, car le 1er mai 1998, les restes de la matrone de Moscou, Matrona Nikonova, ont été transférés au monastère de l'Intercession. Car c'est en 1998, le 8 mars, dans la nuit, que l'on a retrouvé la tombe de la matrone de Moscou dans le cimetière Danilovski. Le monastère de l'Intercession est alors devenu le principal centre pour la vénération de la matrone de Moscou. Le 2 mai 1999, la matrone Nikonova a été glorifiée parmi les saints locaux et vénérée en tant que bienheureuse matrona de Moscou. Et c'est en 2004 qu'une canonisation a eu lieu à l'échelle de l'Église orthodoxe, au Conseil des évêques. Alors aujourd'hui, ce monastère reste très populaire à Moscou et dans la Russie tout entière. Il y a environ 3000 personnes par jour qui visitent quotidiennement ce monastère, tandis que les jours fériés, ce chiffre peut atteindre jusqu'à 50 000 personnes par jour. Les églises monastiques ne sont jamais vides et les longues files d'attente au sanctuaire de Matrona sont monnaie courante aujourd'hui. Il y a également de nombreuses personnes qui se rendent sur ce monastère car il y a une source d'eau bénite. Parmi les personnes importantes dans l'histoire de ce monastère, je vous ai parlé de la matrone de Moscou, dont les reliques sont exposées dans ce monastère. Alors, parlons ensemble de l'histoire de la matrone de Moscou, aussi connue sous le nom de Matrona Dmitrievna Nikonova, de son prénom Matrona. Elle est née dans une petite famille paysanne pauvre en 1881 dans la province de la ville de Tula, qui se situe au sud de Moscou. La petite Matrona est née aveugle dans une famille où il y avait déjà 4 enfants. Ses parents auraient, selon les dires, voulu la mettre dans un orphelinat. Mais quelque temps avant de prendre cette décision, la mère de Matrona fit un rêve. Dans ce rêve, elle vit un oiseau blanc à visage humain, aveugle, qui était assis sur sa main droite. Elle a alors pensé que ce rêve était un rêve prophétique et refusa de confier sa fille à un orphelinat. Selon les informations que nous avons sur la vie de Matrona, à l'âge de 8 ans, elle avait déjà une foi profonde et la capacité de guérir les malades et de prédire l'avenir. Et c'est à l'âge environ de 17 ans qu'elle aurait perdu l'usage de ses jambes. Dans son adolescence, Matrona a eu l'occasion
de voyager pour visiter différents établissements religieux, ainsi faire aussi la connaissance de différents chefs religieux en Russie, mais également en Ukraine. Après la révolution bolchevique, Matrona et son amie Lydia Yankova se sont alors retrouvés sans abri et ont été obligés d'aller chercher du travail et de la nourriture en ville. C'est en 1925 que Matrona décida de s'installer à Moscou, où elle vivait avec des amis, des connaissances, mais pas avec ses frères qui devinrent à l'époque bolcheviques. La sainte Matrona, lorsqu'elle vivait à Moscou, dans un petit manoir en bois, recevait des gens toute la journée, jusqu'à une quarantaine de personnes par jour. Elle les guérissait, leur donnait des conseils sur la façon d'agir et priait toute la nuit. Selon l'histoire de la vie de Matrona, on dit qu'elle prédit sa mort 3 jours avant qu'elle ne survienne. Mais continuons toujours à recevoir des personnes. Alors beaucoup lui ont demandé « Matronouchka, comment pouvons-nous vivre maintenant? Avec qui allons-nous rester maintenant? Qui allons-nous consulter ?» Ce à quoi elle a répondu « Après ma mort, il n'y aura personne comme moi. Mais vous viendrez sur ma tombe et je serai toujours là. Je vous aiderai aussi et je prierai pour vous comme de mon vivant. Parlez-moi, confiez-moi toutes vos peines. Je vous verrai, je vous entendrai et je dirai à votre âme ce qu'il faudra faire. Alors, s'il vous plaît, faites-le. » Matrona est décédée à Srodnaya, dans la région de Khimki, le 2 mai 1952. La suite, vous la connaissez. L'histoire a fait que Matrona est devenue une sainte très respectée dans toute la Russie, dont les reliques sont exposées au monastère Pakrovski. Alors avant de refermer ce petit reportage concernant le monastère de Pakrovski, je voudrais faire une petite parenthèse sur les bolcheviks, car au moment de ce montage de cette vidéo, j'ai vu dans les informations circuler une information en France qui, à mon sens, est assez trompeuse et mérite une petite explication. Dans cette parenthèse, j'aimerais vous parler de Staline et de Beria. Staline et Beria n'ont pas vraiment un lien direct avec l'histoire de ce monastère, mais l'existence de ces deux personnages ont eu une influence assez notable sur le monastère et sur la vie religieuse en Russie. Vous avez été sans doute touché ou vraiment étonné, choqué par le sort qui a été réservé aux moines par les bolcheviks à l'époque. Et en fait, ça correspond plutôt bien à ce qui était au niveau de l'idéologie de l'époque. Le but de l'époque, c'était vraiment la chasse au sacré, la chasse contre le religieux, avec, on va dire, quelques petits passe-temps un peu douteux, comme mettre des explosifs dans les églises et puis envoyer tout le personnel religieux vers des pelotons d'exécution, puisque le but de l'époque, c'était de créer une nouvelle religion qui devait remplacer toutes les autres religions. Cette nouvelle religion devait être le communisme avec des idéaux socialistes. Mais vous êtes-vous demandé qui était à l'époque à la tête du gouvernement de l'URSS? C'était Joseph Staline, entre les années 30 jusqu'au début des années 50. Qui est Joseph Staline? Staline, ce n'est qu'un pseudonyme, au même type que Lénine n'est qu'un pseudonyme. Lénine a utilisé le nom de la rivière
la Lena, le fleuve Lena qui est en Sibérie, et l'a transformé en pseudonyme Lénine. Eh bien, Staline a fait exactement la même chose. Il a pris le mot Stal en russe, qui signifie l'acier, et l'a transformé en pseudonyme pour faire Staline. La véritable identité de Staline, c'est Iosif Djougashvili, ce qui n'est absolument pas un nom russe. Joseph Staline, que tout le monde aujourd'hui associe à la Russie, à l'URSS, n'est en aucun cas un russe. C'est un Géorgien. Il s'est d'ailleurs fait ensuite appeler Koba par ses amis, en référence à un héros populaire géorgien. Alors oui, les tatillons de l'histoire me diront que avant l'URSS, la Géorgie était une partie de la Russie. La Géorgie, effectivement, a été annexée, a été rattachée par la Russie. Alors, certaines personnes un petit peu cultivées sauront qu'il n'y avait pas beaucoup de choix à la Géorgie à cette époque, soit de faire partie de l'Iran, soit faire partie de la Turquie, soit faire partie de la Russie. Et comme les religions étaient les mêmes, ils ont préféré se rattacher à la Russie. Mais, ce qui est très important, c'est de savoir que la culture, les origines, les traditions du peuple de Géorgie ne sont pas des traditions russes. Il y a une véritable et grande différence de culture entre les cultures caucasiennes et les cultures russes. La mentalité entre ces deux peuples est complètement différente. Et c'est pour ça que c'est faux et assez caricatural d'entendre en permanence dire que Staline, c'est la Russie. Ce n'est absolument pas la Russie, c'est complètement différent et mensonger. Vous avez sans doute également appris dans les cours d'histoire ou plus tard que dans les années 30, lorsque Staline était au pouvoir, il y a eu de très grands procès à Moscou dans lesquels il y a eu de nombreuses exécutions. Et c'est sur cette époque-là que l'on a créé ce qu'on appelle le NKVD, qui est le prédécesseur du KGB, mais en version beaucoup plus atroce. Le dirigeant du NKVD, à l'époque, n'était autre que Lavrenti Beria. Alors, Lavrenti Beria était qualifié par les Occidentaux comme quelqu'un de calculateur et vicieux. Et la petite particularité de Beria, c'est que c'était un très bon pote de Staline et qu'il était lui aussi géorgien. Alors, il y avait plein d'autres particularités à notre petit Lavrenti, puisque c'est aussi lui qui a participé à la mise en place du programme nucléaire soviétique. Mais d'un autre côté, il est aussi responsable des milliers de morts du NKVD. C'est également un violeur, un pédophile. Vous pouvez très facilement retrouver ces informations sur Internet. Et c'est donc sous le régime de ces deux tortionnaires, notamment dans les années 30, que de nombreux religieux, moines alors russes ou non russes, ont été déportés, envoyés sur des polygones pour être liquidés par des pelotons d'exécution. Mais dans les années 30, et là on va rejoindre un sujet d'actualité, il y a eu un autre scandale, une autre atrocité. Il s'agit du fameux Holodomor. On a parlé récemment dans les médias français que des députés français ont voté une loi pour reconnaître que l'Holodomor en Ukraine était un génocide, avec dans le fond le but d'accuser la Russie d'avoir tenté déjà une première fois de faire un génocide de la population ukrainienne. Or, vous savez que la population ukrainienne, en grande partie, est liée à la population russe. Et si vous recherchez sur Internet, pour le moment les informations ne sont pas modifiées et pas encore biaisées, vous trouverez que l'Holodomor n'a pas simplement touché le sud de l'Ukraine,
mais il a également touché la région de Kouban, qui est une région russe. Et plutôt que de parler simplement ou seulement de l'Holodomor, il faudrait plutôt regarder les différentes famines qui ont touché l'URSS. Elles se sont passées à plusieurs reprises, dans les années 30 et un peu plus tard, et plus de 6 régions ont été touchées. Alors oui, il y a eu de nombreux morts en Ukraine, mais aussi au Kazakhstan, et également dans différentes régions de Russie. On peut également parler aussi de l'affaire de Nazino, ou ce qu'on appelle également la tragédie de Nazino, où des gens ont été par milliers déportés et se sont retrouvés en plein milieu de la Sibérie, sans nourriture, et il y a eu de nombreux cas de cannibalisme en 1933. Tout cela est documenté. Donc, parler d'Holodomor comme une volonté de faire un génocide, c'est très réducteur. Et c'est un résumé tout bonnement faux qui n'a en aucun cas lien avec l'histoire ou la volonté du peuple russe. Car à l'époque, les dirigeants n'étaient pas russes. Et ça reflète plutôt bien, de la part de la population américaine et européenne, un manque criant de connaissances sur l'histoire russe, des faits historiques soviétiques. Alors, je suis sincèrement désolé de faire dans cette vidéo, qui avait un but assez apaisé sur l'histoire d'un monastère, de faire une telle discrétion, car cette chaîne ne sera jamais un relais politique. Mon but initial à la création de cette chaîne, c'est de vous partager ma passion pour ce pays, la Russie, et de vous permettre d'en apprendre davantage, ainsi que sa parenthèse soviétique, et ainsi d'éviter de faire des caricatures quand on parle de ce pays. Ainsi, mieux comprendre quand certains idéologistes luttent pour faire valoir leurs raisons sans avoir vraiment de connaissances sur ce pays. La principale illusion de la raison étant qu'on appelle raison notre propre conception de la raison et qu'on appelle irrationnel ce qui ne rentre pas dans cette conception. Si la connaissance est quelque chose qui nous tient à cœur et que la raison est notre seul moyen d'y parvenir, alors espérons que tous les êtres qui en sont dotés reconnaissent qu'une autre raison est possible. Spasiba vam большое за ваше внимание. Merci de votre attention.